France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9. Et avec Léa Salamé, nous recevons aujourd'hui dans le grand entretien de la matinale le député du Nord et coordinateur du parti La France Insoumise. Vos questions, réflexions, réactions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Adrien Quatennens, bonjour. Bonjour. Et merci d'être au micro d'Inter ce matin. On va évoquer dans quelques instants les mouvements de protestation contre le racisme qui se déploient en France dans le sillage de la mort de George Floyd aux États-Unis. Évoquer aussi, bien sûr, la situation économique de la France. Mais pour commencer, quelques mots sur ces 4 nuits de violence à Dijon. La nuit dernière a été calme. Le procureur Éric Maté évoque, je le cite, une expédition punitive de Tchétchènes, une vengeance sur des membres de la communauté maghrébine. Fin de citation. On a vu circuler des vidéos de jeunes de ces quartiers, les armes à la main, pour partie des armes réelles, dit Laurent Nunez. Alors dites-nous, Adrien Quatennens, si vous trouvez ça normal en 2020 et si vous êtes inquiet. Évidemment, je suis inquiet. Évidemment, je ne trouve pas ça normal et je le dis d'emblée. Les personnes dont on parle qui sont mises en cause sont pour beaucoup des personnes qui étaient en demande d'asile. Et donc, il est évident qu'on ne vient pas en France pour constituer des bandes armées et pour venir mener des expéditions punitives dans une ville comme Dijon ou partout ailleurs de ce point de vue. Donc clairement... Là, vous parlez des Tchétchènes, oui, bien sûr. Mais en face aussi, ils étaient armés. Oui, mais il y a du règlement de compte. De toute façon, la question de la présence des armes en France, vous savez qu'il y a beaucoup d'armes, des millions d'armes qui circulent en France. Ça interroge y compris les réseaux, ça interroge le financement. Derrière tout ça, il y a de l'argent. Où va-t-il ? D'où provient-il ? Donc évidemment qu'il y a beaucoup à faire. Mais sur la question particulière de ce qui se passe à Dijon, moi je le dis très clairement, s'il est avéré qu'il y a parmi les gens qui sont mis en cause des demandeurs d'asile ou des réfugiés, clairement, ils n'ont rien à faire en France et leur expulsion est à l'ordre du jour, très clairement. On ne vient pas en France... Il faut expulser... Écoutez, ça a le mérite d'être clair, on ne vient pas en France pour mener des expéditions punitives et pour constituer des bandes armées. Maintenant, ce qui se passe à Dijon, loin des fantasmes de Marine Le Pen qui, de toute façon, quoi qu'il se passe, trouve une manière d'ethniciser la situation, d'y voir un conflit ethnique, n'importe qui se battrait dans le pays qu'elle trouverait le moyen de l'interpréter de la sorte. Loin de cela, nous avons affaire à des bandes armées et nous devons traiter les choses avec raison. Voilà ce que je veux dire. Sans citer Marine Le Pen, pardon, il y a quand même, est-ce que vous voyez quand même dans ce qui s'est passé à Dijon, des affrontements communautaires ? Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas que des hordes de Tchétchènes qui ont attaqué une gentille banlieue où tout allait bien. Non, mais que dans c'est dans les deux camps, bien on sûr, est d'accord. Mais que dans un quartier, il y ait la tentation de lire les affrontements d'une manière ethnique ou communautaire, je le comprends très bien, mais en réalité, ce n'est pas ça qu'il se passe. Nous avons affaire à des affrontements entre deux bandes armées. Je vais même vous dire une chose, Léa Salamé, ce qui se passe à Dijon signe aussi l'échec de la police. Comment se fait-il aujourd'hui, en 2020, vous l'avez dit, qu'il y ait pu se constituer une bande armée comme celle-ci, aussi lourdement armée, sans que la police ne voit rien venir. C'est aussi l'échec de nos services de renseignement. Alors on a toutes sortes de gadgets électroniques, on a toutes sortes de technologies aujourd'hui dans nos services de renseignement, mais on manque cruellement de moyens humains, de personnes qui savent traduire des langues. Comment se fait-il que la police n'ait pas vu venir ce qui s'est produit à Dijon ? Échec de la police, dites-vous ? Échec de la police. Les bandes armées doivent être dissoutes, les gangs désarmés, a dit Jean-Luc Mélenchon sur Twitter lundi. 2 jours avant, samedi, Jean-Luc Mélenchon déclarait, je cite, qu'il fallait une police aussi désarmée que possible. Alors dites-nous comment on désarme les gangs avec une police aussi désarmée que possible. Mais aussi désarmée que possible, Léa Salamé, ça ne veut pas dire désarmée. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais proposé que l'on désarme la police. Simplement, vous savez comment ça se passe dans la police. Il y a plusieurs services et il y a des missions qui ne relèvent pas du gardien de la paix. Vous imaginez, vous, qu'un gardien de la paix à Dijon va faire face à une bande de Tchétchènes lourdement armés avec des armes de guerre? Évidemment que non. Donc quand Jean-Luc Mélenchon dit que la police soit aussi désarmée que possible, c'est que selon ses tâches, selon ses tâches, par exemple un gardien de la paix ou une police de proximité telle que celle qui était en gestation et qui a été avortée, n'a pas besoin d'être lourdement armée. Ce qu'il faut, c'est avoir une doctrine de désescalade. Il faut pacifier les relations entre la population et sa police républicaine. Voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et il y a plusieurs choses
que nous pourrions faire. Vous savez, moi, je mets pas dans le même sac tous les policiers de ce pays. Évidemment que l'immense majorité des policiers de ce pays sont des policiers républicains. Et dans police républicaine, il y a républicaine. Et ça veut dire quelque chose. Par contre, quand nous avons effectivement des déviances, comme on a pu l'observer, on en parlera après, vous avez certains policiers qui n'ont rien à faire dans les rangs de la police républicaine. Je pense par exemple que l'on pourrait aller rapidement vers une refonte du code de déontologie. On pourrait y intégrer certaines missions qui ont disparu, par exemple que Manuel Valls a retiré, par exemple la défense des libertés de la République. Il y a des écoles de police qui ont fermé, Léa Salamé, beaucoup. On pourrait les réouvrir. On pourrait faire en sorte que la formation soit plus longue, améliorer l'accueil au public. Il y a beaucoup de choses à faire pour pacifier les relations entre la population et sa police républicaine. Je propose juste une chose, parce qu'on avait fait une proposition de loi là-dessus. Vous savez, dans certains quartiers, est-ce que vous avez idée du nombre de fois que vous pouvez être contrôlé chaque jour de plus si vous êtes, comme on dit, racisé, jusqu'à 20 fois plus. Jacques Toubon est venu nous le dire. Jusqu'à 20 fois plus. Si vous êtes noir ou arabe. Exactement, jusqu'à 20 fois plus. Vous imaginez, donc par exemple, une chose que l'on pourrait faire, que l'on pourrait imposer, c'est le récépissé sur le contrôle d'identité et le fait que les policiers portent clairement leur matricule, qu'ils soient visibles et identifiés, de manière à éviter des abus qui participent finalement d'une montée des tensions. Il faut avoir une stratégie de désescalade. C'était une promesse de François Hollande qu'il n'a finalement pas mise en application. Et nous allons d'ailleurs redéposer la proposition de loi parce que je crois désormais qu'y compris dans les rangs de la majorité, eh bien cela pourrait faire accord. Alors pour lutter précisément contre les discriminations et le racisme, Sibeth Ndiaye à ce micro nous a dit vouloir rouvrir le débat sur les statistiques ethniques. Elle s'est expliquée à ce micro en disant qu'on verrait enfin clairement si c'est plus difficile pour un noir ou un arabe d'avoir un travail ou d'obtenir un logement. On pourra voir la réalité à travers ces statistiques-là. Est-ce forcément une mauvaise idée, Adrien Quatennens ? Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de statistiques ethniques pour comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui en France, du point de vue des discriminations. D'ailleurs, des statistiques, on en dispose déjà beaucoup en réalité sur les discriminations, sur les difficultés à pouvoir accéder à un emploi selon que vous soyez habitant de tel quartier ou que votre nom est telle ou telle consonance. Non, ce que nous avons besoin de faire est d'abord de comprendre. C'est que quand on parle de reconquête républicaine, comme le fait par exemple Christophe Castaner, il faut savoir de quoi on parle. La reconquête républicaine, l'ordre républicain, c'est pas simplement la police dans les quartiers pour maintenir tout en bon ordre. La République, c'est quoi ? C'est une devise qui n'a pas corps dans tout le pays. Liberté, égalité, fraternité, c'est un projet politique. Est-ce que vous avez l'impression, vous, que liberté, égalité, fraternité se vérifie sur tout le territoire de la République ? Moi non, je le sais et nous le savons très bien. Et donc ça passe par une politique globale qui n'est pas seulement uniquement sur la sanction. Il y a non seulement la sanction, mais il y a d'abord la prévention et puis il y a surtout le fait d'avoir des services publics dignes de ce nom. Quand dans des quartiers, vous avez le tissu associatif qui a été complètement dilapidé, quand on a mis fin au contrat aidé et que des tas d'associations ont dû mettre la clé sous la porte, quand les associations ont disparu, quand les services publics s'éloignent toujours plus des quartiers. C'est la République qui disparaît et d'autres d'ailleurs peuvent effectivement prendre sa place. Donc il faut finalement faire République sur tout le territoire et ça passe pas uniquement par une politique répressive, vous l'aurez compris. Faire République, c'est aussi être uni d'une certaine manière. Emmanuel Macron a accusé le combat antiraciste. Je sais pas, vous étiez place de la République samedi ? Non, la France Insoumise était représentée. Moi, j'ai pas pu m'y rendre. J'étais mardi dernier place de la République. Mais évidemment, Macron nous soutenons ces manifestations. A accusé le combat antiraciste d'être dévoyé quand il se transforme en communautarisme et qu'il est récupéré par des séparatistes. Y a-t-il un risque de séparatisme en France et une ethnicisation de la question sociale ? Si franchement, c'est ce que l'on retient de la manifestation de ce samedi, c'est qu'on ne voit pas du tout ce qui s'est produit. Je ne sais pas si vous étiez place de la République samedi, Léa Salamé, mais vous avez sans doute vu comme moi ces images de la jeunesse de ce pays qui ne se soucie pas de savoir de quelle couleur est la peau de son voisin, une jeunesse qui est à l'image de cette France de tout bois que nous aimons tant, chanter la Marseillaise par dizaines de milliers place de la République. Voilà l'image essentielle qu'il faut retenir de ce qui s'est passé de samedi. Et il faut saluer aussi le sang-froid du collectif Adama Traoré qui organisait cette manifestation, qui a eu un sens politique toute la journée alors qu'il y a eu toutes sortes de provocations pour pousser à l'incident. Vous savez, quand on a eu un déchaînement, un déploiement de forces considérables, tentant la provocation, quand le préfet allemand commence par autoriser le rassemblement, puis au moment où le rassemblement se tient, exactement comme ça avait été fait place d'Italie au moment des Gilets jaunes, vous vous en souvenez, finit par changer d'avis et à interdire le rassemblement. Toutes ces provocations, les organisateurs de la manifestation ont réussi à passer outre et à faire une démonstration d'unité. Vous avez raison, Léa Salamé, la République, c'est l'unité et l'indivisibilité du peuple français. Il n'y a pas un risque de séparatisme aujourd'hui en France ? Mais qu'il y ait bien évidemment ça et là des individus, des groupes qui cherchent à faire dire autre chose
s'oppose au message antiraciste, qui cherche à le récupérer, qui cherche peut-être même à l'instrumentaliser. Est-ce qu'il y en avait à la place Évidemment de que la ça République ? existe. Écoutez, moi, personnellement, dans ce que j'ai vu, si Vous c'est le étiez cas... pas. Non, mais il faut savoir distinguer l'essentiel du détail. C'est complètement marginal. Ce qu'il faut retenir d'abord et avant tout, c'est la défense des libertés et le combat antiraciste qui est porté par une véritable vague, une mobilisation qui est très importante. Et c'est ça qu'il faut retenir. Exactement comme dans la manifestation d'hier, on va en parler sans doute après, des soignants, on a eu quelques dizaines d'individus qui viennent en quelque sorte dévoyer la manifestation. 250, 300 Voilà, dit la police. et qui ensuite, effectivement, font qu'on ne parle même plus au journal de 20h des revendications essentielles pour lesquelles les Français et les soignants étaient là. Plus profondément, vous disiez tout à l'heure que le projet républicain n'était pas abouti en France. Est-ce que vous diriez que la promesse républicaine elle-même a échoué, que l'universalisme républicain a atteint ses limites ? Mais en tout cas, il faut renouer avec ça. Mais c'est pas simplement des mots. Il faut pas simplement être sur la théorie quand on parle de la République. Il faut lui donner corps, je le disais. Quand on parle des services publics, quand on parle du tissu associatif, quand on parle de tout cela, quand on parle de l'école républicaine, de l'égalité des chances, c'est donner corps à la République. C'est pas juste de 20 mots faits pour les frontons des mairies. Donc, mais ça, il faut... Et donner corps, est-ce voilà. que ça veut dire, par exemple, débaptiser les salles Colbert ? Est-ce que ça participe de ça ? Je pense qu'il faut respecter strictement la laïcité et ses valeurs et ses fondements, que c'est un mode d'organisation de la République, mais le plus important, ce qu'il faut rappeler, puisque vous parlez du risque de communautarisme en France, vous savez, tous les défis auxquels nous avons à faire face, quels qu'ils soient, qui se trouvent face à nous. C'est valable pour la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, mais c'est valable pour des défis futurs. Pensez par exemple aux conséquences et aux crises d'ampleur qu'il pourrait y avoir avec le changement climatique. Ce sont des défis qui sont de l'ordre de l'intérêt général humain. Toutes les considérations de religion, de couleur de peau sont à reléguer à un autre niveau quand on pense à ces défis. Il faut débaptiser les salles Colbert ? Moi, je pense que non, ce n'est pas... Enfin, non. Clairement, sur la base du contrat républicain que nous avons aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir conserver l'unité du peuple français. C'est le plus important. Dernière question, il y a des gens qui, dans les manifestations de samedi, ont dénoncé le privilège blanc. Est-ce qu'il y a un privilège blanc en France ? Non. Non, moi je ne suis pas d'accord avec cette idée. Il y a du racisme en France contre lequel il faut se battre. Il faut faire en sorte d'en finir avec les discriminations et il y a des actions à mener pour cela. Mais je ne suis pas d'accord avec cette idée, comme je ne suis pas d'accord avec les propos de Marion Maréchal-Le Pen qui nous explique qu'elle ne se sent pas obligée de s'excuser d'être blanche. Personne ne lui a demandé de s'excuser. Il s'agit simplement, là en l'occurrence, de faire en sorte de porter un message d'unité, un message contre le racisme et de compatir à ce qui s'est produit. Et notamment, vous parliez de la mort de George Floyd. Je pense que c'est des sentiments humains qui sont tout à fait naturels. Personne ne demande à personne de s'excuser là-dedans. Autre violence d'un mot, donc on l'évoquait hier à Paris en marge de la mobilisation des soignants, des ultra-jaunes, selon des sources policières. En tout cas, un certain nombre d'entre eux ont attaqué les forces de l'ordre. L'urgentiste Patrick Pelloux a déclaré « On nous a volé cette manifestation et c'est dégueulasse », ce sont ses mots. Vous les condamnez, ces violences ? Évidemment, nous avons toujours été opposés, Nicolas Demorand, à l'utilisation de la violence en politique. Non seulement parce que les images qu'on a vues hier sont détestables, je pense à cette voiture qui appartenait en plus vraisemblablement à une personne en situation de handicap, mais qui plus est, on voit le résultat que ça produit. Hier, nous étions rassemblés nombreux, partout en France, pour porter les revendications du personnel de santé, ceux-là même que les Français ont eu à cœur d'applaudir tous les soirs à 20h pour qu'elles soient traduites dans la loi, après 1 an et demi de lutte. Et ce qu'on retient le soir au journal, c'est les quelques dizaines, centaines, vous dites, de personnes qui ont en quelque sorte participé à des affrontements avec les forces de l'ordre. Non, clairement, oui, la manifestation de ce point de vue a été dévoyée. Ce qu'il faut retenir d'hier, c'est encore une fois le plus important, c'est ces dizaines de milliers de personnes rassemblées pour porter les revendications du personnel de santé. C'est d'ailleurs dommage qu'on n'ait pas fait plus de place, notamment hier soir, aux revendications du personnel de santé, parce que c'était bien là l'essentiel. Ouvrons le chapitre économique. Emmanuel Macron l'a dit, il veut une économie plus souveraine, plus écologique, plus solidaire. Il veut relocaliser un certain nombre d'industries. Est-ce que ces mots, tout simplement, vous font plaisir, Adrien Quatennens ? Donnez-vous au moins à Emmanuel Macron le bénéfice du doute ? Reconnaissez-vous qu'il puisse changer, évoluer politiquement, idéologiquement, en allant vers ce que je viens de citer ? Emmanuel Macron, il est très fort. Il planifie très bien sa communication, mieux
mieux qu'il planifie, par exemple, la gestion de la crise du Covid-19. Et ça fait quelques discours politiques, quelques allocutions présidentielles, et on voit ça venir gros comme une maison quand on l'écoute, où en fait il saupoudre un peu son discours de quelques mots qui résonnent dans les oreilles de ses opposants politiques pour leur donner l'impression qu'il les a entendus. Mais si vous prenez par exemple le dernier discours, celui qui nous a fait dimanche soir, bon, il y avait d'ailleurs bien peu de choses. Je sais pas si vous avez eu des difficultés à le commenter, mais nous, en tant que responsables politiques, pour réagir, vu le peu de contenu qu'il y avait, c'était compliqué. Mais en tout cas, une chose est sûre, le cœur de l'affaire, le cœur du programme de son discours de dimanche, c'est quand il dit il va falloir travailler et produire davantage, et il lie cette idée de travailler et produire davantage à la nécessité de régler des dettes que l'on contracte pour éviter des licenciements. Puis à la fin de son discours, c'est vrai, il nous met du vernis et de la peinture, écologie, solidarité, mais sans qu'on n'en voit jamais la traduction. Est-ce que vous l'avez entendu, vous, par exemple, renoncer à la réforme des retraites? Absolument pas. Il se dit même qu'il pourrait la remettre sur la table. Est-ce que, dans un contexte où le chômage va exploser, il a renoncé à sa réforme de l'assurance chômage, qui est absolument détestable? Il y a des négociations sur l'assurance chômage, il y a des négociations en ce moment avec je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre beaucoup pour comprendre que cette réforme doit être abandonnée. Mais sur le travailler plus, alors sur cette petite phrase effectivement qui fait beaucoup parler, travailler et produire plus. À la une du Monde en date d'aujourd'hui, on peut lire que la France redoute une hausse massive des faillites. Une étude de l'assureur Crédit Coface évalue à 21% la hausse des défaillances d'entreprises d'ici à un an, notamment dans la restauration, le tourisme et les transports. Face à ça, eh bien, faudra-t-il, pour éviter ces faillites, pour éviter ces licenciements par milliers, par dizaines de milliers, faudra-t-il, comme essaye de le dire le gouvernement, travailler plus? Je pense que ce n'est pas la solution. Je pense qu'on pourrait plutôt aller vers le fait que l'État soutienne les entreprises en difficulté. Ce qu'il fait. Subventionner, mais peut-être encore davantage. Le chômage partiel, il faut le maintenir, peut-être d'autres choses à faire encore. Mais surtout dire une chose, Léa Salamé, quand on entend Emmanuel Macron nous parler de la crise du Covid, il nous dit bon, personne n'était prêt, etc. Mais il y a des responsabilités politiques qui nous ont mis en situation de plus grande fragilité. Cette crise n'est pas seulement une crise sanitaire. Si vous pensez qu'on combat seulement un virus, vous vous trompez de diagnostic. Nous combattons les effets d'un virus sur un modèle économique qui nous a mis en situation de vulnérabilité. Pour moi, cette crise, c'est l'échec de ceux qui ont préféré le laisser-faire du libre marché à l'État et à la planification. C'est l'échec de ceux qui ont préféré le grand déménagement du monde, qui se continue d'ailleurs avec la signature d'accords de libre-échange en plein cœur de cette crise sanitaire, plutôt que la relocalisation des productions essentielles. Vous êtes d'accord avec le constat d'Emmanuel Macron? Il fait le même constat que vous. Emmanuel Macron, il parle de relocalisation, il parle de souveraineté, il dit ça suffit le tout marché. Léa Salamé, il parle de relocalisation de l'activité, et dans le même moment, de l'autre main, il signe des accords de libre-échange au cœur de la crise avec le Vietnam, avec le Mexique. Donc il fait une chose alors qu'il dit le contraire. Est-ce que vous pensez que la politique d'Emmanuel Macron depuis 3 ans, c'est la politique que vous citez de relocalisation de l'activité, de souveraineté économique? Absolument pas. Donc encore une fois, attention, si après la crise doit être comme avant la crise, c'est franchement que nous n'aurons rien compris. Et c'est surtout que les prochaines crises qui arriveront, par exemple les conséquences de la crise climatique, nous ne saurons pas les affronter. D'un mot juste, quand Emmanuel Macron évoque la dette publique, vous savez, ces dettes, elles sont insoutenables, elles sont impayables. Et avant même la crise du coronavirus, c'était dit. Si le seul projet politique qu'Emmanuel Macron est capable de proposer aux Français, c'est de travailler davantage pour régler la dette, très franchement, je ne suis pas sûr que ça soit hyper enthousiasmant. Et nous ne serons pas prêts à investir, par exemple, comme il faut le faire, dans la planification écologique, dans la relance de notre économie sur d'autres bases. C'est une lecture un peu personnelle de ce qu'il a dit dimanche soir. Il ne me semble pas qu'il a dit l'objectif numéro 1, c'est de rembourser les dettes. Il a parlé de la contractualisation des dettes, et juste après, il vous dit il va donc falloir travailler, produire davantage. Sur le travailler plus, vous seriez patron d'une petite entreprise ou d'un restaurant, le carnet de commandes est vide, votre trésorerie est dans le rouge. Est-ce que vous ne seriez pas tenté, vous, patron, de passer un accord de performance pour éviter de licencier? En gros, de passer un deal avec vos salariés. De diminuer les salaires, c'est ça? De diminuer légèrement les salaires temporairement ou d'augmenter le temps de travail pour éviter le licenciement. Si vous n'avez plus de quoi payer vos salaires, vous faites quoi? C'est là que je vous dis que l'État doit jouer son rôle et accompagner plus avant encore qu'il ne le fait aujourd'hui les entreprises. Parce que si vous diminuez les salaires, Léa Salamé, qu'est-ce que c'est par exemple? C'est de la consommation populaire en moins et c'est donc des débouchés en moins pour l'économie. Non, clairement, je pense que le moment est venu et qu'une telle mise à l'arrêt de notre économie devrait être l'occasion de procéder à quelques grandes bifurcations. La situation de chômage en France est terrible. Elle l'était déjà avant la crise, même s'il y avait quelques améliorations. Quand vous regardez la réalité du chômage aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que nous devons aller vers une société où l'on travaille mieux, moins,
pour travailler tous. La situation du chômage en France, c'est pas une situation de chômage volontaire, Léa Salamé. C'est une situation de pénurie de création d'activités pérennes. Donc, une telle mise à l'arrêt de notre économie devrait nous permettre de dire relançons la machine, mais pas avec les mêmes paramètres qu'avant la crise. On a l'impression de revoir le discours de Nicolas Sarkozy après la crise financière de 2008, qui nous disait c'est la fin d'un modèle et du capitalisme financiarisé, mais aucune leçon n'en a été tirée. Donc, il faut profiter de l'occasion pour engager de grandes bifurcations autour de la sécurité sociale et la planification écologique. Parole aux auditeurs de France Inter. Bonjour Marion. Bonjour. On vous écoute, vous avez la parole. Oui, je m'interrogeais après les déclarations notamment de Jean-Luc Mélenchon et vos déclarations ce matin, M. Quatennens, de pourquoi il y a une ligne à la France Insoumise. Ils ont indiqué que les auteurs présumés des violences à Dijon, donc qui seraient d'origine tchétchène, doivent être punis par un éloignement vers leur pays d'origine, alors même que les raisons pour lesquelles ils ont été auteurs ou ils ont été impliqués dans ces violences sont sans lien avec les violences qu'ils ont fuies, en fait. Et donc en totale violation avec la Convention de Genève, avec la Convention européenne des droits de l'homme, et avisé à dire que les demandeurs d'asile peuvent être nuisibles, alors même que le but des demandes d'asile est de sauver des personnes d'une situation inextricable dans leur pays. Merci Marion pour cette question à laquelle Adrien Quatennens répond. Bonjour Marion. Bon, d'abord une chose, il est clair que ce n'est pas moi, ni personne à la France Insoumise qui ferait le lien entre la demande d'asile et les situations d'insécurité ou de violence qui peuvent avoir lieu sur notre territoire. Mais il va sans dire, à mon avis, que l'asile politique ne peut pas être accordé à des personnes qui se livrent à de telles exactions, telles qu'on l'a vu ces jours-ci avec les scènes chaotiques que nous avons connues à Dijon. On ne peut pas tolérer que des personnes s'arment et tournent les armes contre des citoyens français et obtiennent derrière l'asile en France. Ça n'est pas possible, non, effectivement. Donc autant il n'y a pas de lien direct entre la demande d'asile et les situations que nous pouvons rencontrer dans certains quartiers, pour moi c'est évident, mais là en l'occurrence, personne ne comprendrait que celles et ceux qui se sont livrés à de telles exactions obtiennent l'asile en France. Sur l'application France Inter, Julien vous demande la chose suivante: où en serions-nous aujourd'hui si nous avions suivi M. Mélenchon qui déconseillait le déconfinement au 11 mai? Quel était le timing préféré de la France Insoumise? Adrien Quatennens. Le timing préféré de la France Insoumise, c'était peut-être plutôt celui du Conseil scientifique, pour répondre très clairement. Vous savez, le Conseil scientifique, il n'était pas favorable à la date du 11 mai pour le déconfinement. Alors, visiblement, aujourd'hui, les indicateurs sanitaires semblent montrer que tout se passe bien, et tant mieux, tout le monde en est satisfait. Mais nous, comme responsables politiques, nous nous basions notamment sur ce que disait le Conseil scientifique. La date du 11 mai choisie par Emmanuel Macron nous est apparue comme hasardeuse dans le sens où elle ne procédait d'aucune planification. Il a imposé cette date à son gouvernement, et Édouard Philippe d'ailleurs a eu bien du mal à s'en débrouiller, sans qu'il y ait de planification, c'est tout. Mais puisque ça se passe bien, tant mieux, on va s'en réjouir. Dernière question. François Ruffin, à ce micro, je ne sais pas si vous l'avez entendu il y a 2 semaines, a dit « Je ne suis pas productiviste. Production, consommation, ce sont les 2 mamelles qui font notre suicide collectif. » Et il cite par exemple les objets inutiles qu'on devrait arrêter d'acheter, de produire, de consommer. Il parle d'un sèche-linge. Les sèche-linges... qui a besoin d'un sèche-linge? Le vent, il fait le boulot. On peut pendre ses vêtements dans la salle de bain. Est-ce que vous êtes d'accord avec François Ruffin? Est-ce qu'il faut suce au sèche-linge? Je ne m'attendais pas à cette question, Léa Salamé. Le sèche-linge a une forme d'utilité. Maintenant, je vais vous dire une chose. Celle-là, elle va rester. Oui. Mais je vais vous dire une chose. Non, ce qu'il y a de très clair, mais c'est que... vent est plus écologique. Sans doute. Ouais. Ce qu'il y a de très clair, en tout cas, c'est que aujourd'hui, nous devons réinterroger nos modes de production, de distribution et de consommation. Et qu'on doit en finir avec une politique qui est une politique de l'offre, qui crée des besoins inutiles, et qu'on doit plutôt partir des besoins réels et y répondre de la façon... et produire de manière socialement utile et écologiquement soutenable. Est-il un En sursis ou pas? Dans l'absolu, le vent fait bien le travail, c'est vrai. Bien joué. L'axe politique. Merci Adrien Quatennens, député Merci de du m'avoir Nord, invité. coordinateur de la France Insoumise. Merci à vous.